Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diarra. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Basketball on Air. Aujourd'hui, on est ensemble pour faire le bilan de la saison du Paris Basketball qui s'est arrêté il y a 2 mois. On va couper ce bilan en 2 parties. L'épisode du jour qui va être consacré au bilan collectif du club et le prochain qui sera consacré à un bilan plus individuel sur chaque joueur. Alors aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai une équipe de choc, les réguliers on va dire, avec Samuel Zaguri et Lilian. Bonjour les gars. Salut Flavien, salut à tous. Alors, avant de démarrer, je vous rappelle nos réseaux sociaux déjà pour vous tenir un peu au courant de l'actualité du club. Alors, c'est Paris Basketball on Air sur Facebook, Paris B-8 on Air sur Twitter. Et du coup, on va démarrer sans plus attendre cette émission, ce bilan collectif avec vous, messieurs. Yo yo yo, ici c'est ton bouc d'Andiguel pour Paris Basketball en Air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin. Si. Et donc, on démarre ce bilan. Alors, dans l'attente de la décision de la LNB qui devrait arriver le 27 mai prochain, c'est selon les informations de l'équipe, on a décidé de dresser ce bilan. Alors, Paris qui a terminé 10e de Pro B avec 11 victoires et 12 défaites, qui est à une petite seulement victoire des playoffs, on va en reparler tout à l'heure, a une saison coupée en 2, une première partie où les Parisiens connaissent une peine au démarrage avec seulement une victoire sur les 6 premiers matchs de championnat. Et on a trouvé une équipe qui manquait de régularité. Ils débutent la saison tout 2019 avec 4 victoires et 8 défaites. Ils sont classés 16e à la fin de l'année. Et puis, il y a eu un renouveau de l'équipe. On va de toute manière en reparler tout au long de l'émission. De cette équipe parisienne qui, en 2020, s'est affirmée, qui a gagné 7 matchs, qu'on n'a perdu que 4, et qui, sur le classement de 2020, termine 5e. Donc, une très belle remontée pour Paris. Ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'on a défini 4 thèmes qu'on va développer. On va développer la défense, l'attaque, la gestion des matchs par l'équipe et la capacité de l'équipe à performer à l'extérieur. Et messieurs, on démarre tout de suite avec la défense. Paris qui souhaitait en début de saison développer cet axe, en faire une priorité, en faire une force. Juste ma première question, est-ce qu'ils y sont arrivés tout simplement? Lilian, pourquoi pas? Comme tu l'as dit Flavien, l'équipe a manqué de régularité cette saison et ça s'est vu dans sa défense. La défense s'est complètement mis en place au fur et à mesure de la saison, notamment à partir de 2020. Et donc, ça ne se ressent pas forcément dans les statistiques. Paris est la 12e défense du championnat cette saison. Et l'idée de coach Pratt était simple, c'était de défendre fort pour permettre à l'équipe de récupérer les ballons et ensuite de courir en contre-attaque pour obtenir des paniers faciles. Donc, ça n'a pas pu se réaliser forcément à tous les matchs parce qu'en même temps, Paris était basé sur une défense assez agressive. Ça se ressent notamment au niveau des interceptions et des comptes. Paris est l'équipe qui comptabilise est l'une des équipes qui comptabilise le plus d'interceptions et de contres. Mais en même temps, ces risques pris en défense, ça se paye parfois. Au bout des 24 secondes, Paris défendait bien 20 secondes, mais les 4 dernières secondes, c'était pas forcément, il y avait un peu de relâchement. Pareil au niveau du rebond, ce n'était pas forcément assez consistant pour une équipe qui se voulait aussi défensive. Et Paris qui a pris beaucoup de points. Tu le disais 12e défense, c'est un peu surprenant par rapport aux propos tenus par le coach en début de saison et même tout au long de l'année. Paris qui voulait faire de sa défense vraiment l'axe fort et qui n'a pas spécialement réussi finalement, hein, Samuel. Ouais, c'est nuancé. Ils n'ont pas réussi, comme l'a dit Lilian, en début de saison. Maintenant, vu que là, on fait le bilan, si on est à la fin de la saison et que tu demandes c'est quoi l'identité de cette équipe du Paris Basketball, je pense quand même qu'on va te répondre est la défense. Et comme tu l'as dit, c'est quelque chose dont le coach ne s'est jamais caché. En conférence de presse, il n'a cessé de répéter quand on posait des questions, notamment sur des matchs où il y avait des pannes offensives. Il a dit, quand on arrivera à bien défendre, on attaquera bien.
c'est par notre bonne défense qu'on arrivera à bien attaquer. Et justement, ces deux parties de saison-là, le fait qu'on soit 12e, que Paris soit 12e défense du championnat, je pense que ça traduit plus le fait que la saison soit découpée en deux. Mais les autres stats qu'a évoqué Lilian, et je vais être un tout petit peu plus précis, Paris, c'est la 4e équipe en termes d'interception et la 2e équipe en termes de contre. Donc, tu sens quand même qu'il y a une notion, une spécificité défensive. Et c'est vrai qu'on l'a largement plus vu sur la deuxième partie de saison. Mais, alors, pour répondre à ta question, parce que tu m'as posé une question, est-ce que Paris a réussi à imposer Je pense que c'est ce qu'on va dire tout au long de l'émission. C'est qu'il y a eu deux phases. Il y a eu la phase d'apprentissage de, voilà, on vit en groupe, on fait nos erreurs, on fait nos conneries. Et je pense que passé la trêve, Paris a réussi pour le coup à imprégner sa patte défensive. Ouais, justement, il y Et a on- eu des grosses victoires. Lilian, je te passe la parole après. Il y a eu des grosses victoires, notamment à l'extérieur, à Antibes, où ils prennent que 54 points. C'est de toute manière le total le plus faible de la saison sur un seul match qu'ils ont encaissé. Ils ont vraiment trouvé à un moment comment dire, ce mélange entre l'attaque et la défense et être capable de performer assez fort. Et la défense, c'est aussi, on en parlera sûrement après, la défense est aussi fait pénaliser par son attaque parce que Paris, c'est la deuxième équipe qui perd le plus de ballons en Pro B. Et qui dit ballon perdu, dit souvent panier très facile pour l'adversaire. Et donc, ta défense en ressent forcément affectée. Ouais, Non, mais ça, c'est clair. C'est clair que quand tu repenses au match, il y a beaucoup, beaucoup de points encaissés. Je ne sais pas si on peut vraiment comparer par rapport aux autres équipes, mais il y a beaucoup de points bêtes encaissés sur perte de balles et transition et contre-attaque. au niveau de. Est-ce que vous trouvez que l'effectif était cohérent au début de saison sur justement cette envie de développer de la défense? C'était un groupe qui apprenait à se connaître. On ne peut pas espérer de tels résultats et de telles ambitions comme ce qui a été montré en deuxième partie de saison d'emblée et dès le début de saison. Surtout quand on connaît le contexte parisien, qui est un contexte assez particulier en Pro B. Bah voilà, il y a l'effectif comme la saison, il est divisé en deux. Tu as les jeunes et tu as les vieux, entre guillemets, même s'il y en a qui se situent en plein milieu. Mais euh, voilà, il fallait intégrer Milan Barbic, Ismaël Kamagaté et Johan Bégarin à l'effectif, leur apprendre cette rigueur, qu'elle soit défensive ou même plus globale. Et il fallait que des joueurs comme Gary Florimond, Nobel Bongo Kolo ou Amarassi s'habituent à ce rôle. Voilà, il fallait qu'ils donnent quelque chose en plus que d'être de simples joueurs professionnels. Il fallait qu'ils encadrent un petit peu tout ça et qu'ils apportent leur patte. Et forcément, quand on a des jeunes joueurs, parce que j'ai cité les trois rookies, mais Sylvain Francisco, ça reste un jeune joueur. Gauthier Denis, ça reste un jeune joueur. Valentin Chéry, ça reste un jeune joueur. C'est des joueurs qui ont encore des défauts et des lacunes qu'il faut corriger petit à petit. Et je pense que c'est vraiment ce qu'on a vu sur cette première partie de saison, même si et le coach le dit souvent, elle aurait pu être moins catastrophique que ce qu'il n'en paraît parce qu'il y a eu beaucoup de matchs serrés. Il y a eu Et beaucoup de matchs. pour compléter peut-être Samuel, revenir sur ta question sur est-ce que Paris avait les armes pour défendre? Eh ben, au niveau du personnel défensif, en tout cas, je trouve que oui, on avait des joueurs très athlétiques comme Francisco, comme Kamagaté qui s'est révélé cette saison. On avait des joueurs également Bégarin, très puissants. Comment? même Bégarin qui est venu. Enfin, Bégarin, mais on avait profil, des joueurs aussi très défensif. puissants à l'intérieur comme Florimond, Chéry, des joueurs qui ont l'habitude de la Pro B en plus. Donc à ce niveau-là, je pense que Paris avait vraiment le personnel défensif. C'était juste, comme l'a dit Sam, c'était l'apprentissage, le temps que tout se mette en place pour qu'ensuite il puisse y avoir une cohérence défensive. Et à l'inverse, on va peut-être passer sur le deuxième thème, sur la partie offensive. Qu'est-ce que vous avez pensé un peu de la manière dont Paris a attaqué toute l'année? Il faut que je retrouve mes statistiques. Paris qui est la 7e attaque du championnat avec quasiment 80 points marqués par rencontre. Voilà, comment Paris a attaqué selon vous? Est-ce que ça a fonctionné? Tu le disais, Lilian aussi, c'est un peu lié à la défense. Ouais, c'est lié à la défense parce que Paris voulait justement bien défendre pour ensuite courir et utiliser, on le disait, les qualités athlétiques de ces joueurs avec, tu l'as dit, Bégarin, mais il y avait aussi Francisco qui est un fort joueur de transition. Même Nobel, c'est un joueur qui adore obtenir des points faciles sur transition. Et ben, le gros problème de Paris, ça a été son spacing, tout simplement. Et on l'a vu avec le retour de Dustin Sleva qui a fait un bien fou dans ce secteur-là, c'est que Paris était incapable de mettre des 3 points en dehors d'un Gauthier Denis, en dehors d'un Nobel Kolo qui a eu beaucoup de mal avec son shoot cette saison. Mais Sylvain le aussi. gros problème de Paris, c'était sa capacité à mettre des tirs à 3 points et donc de pouvoir étirer les défenses adverses.
Ouais, tu le disais, Dustin Sleva, son retour en décembre a fait un bien bien fou. D'ailleurs, c'est justement aussi son retour coïncide avec la bonne passe que Paris a suivi derrière. Ouais, ouais, complètement, hein. Je vais pas répéter ce qu'a dit Lilian, peut-être pour compléter. On parlait de l'identité pardon, de cette équipe. C'est la défense. Moi, j'ai eu du mal sur la saison à définir une identité offensive, très honnêtement. Alors, il y a eu du mieux, mais je pense qu'il y a eu du mieux par la défense, vraiment plus que par des progrès offensifs collectifs. Chacun s'est petit à petit mis au niveau. On a vu Gauthier Denis qui a commencé à mettre de plus en plus de shoots importants à un moment où, par exemple, Nobel avait plus de mal. Mais moi, globalement, sur la saison, j'ai trouvé l'attaque en manque d'inspiration. Ça s'en remettait très souvent à Nobel, à Sylvain, un petit peu plus à Gauthier en deuxième partie de saison. Et moi, il y a un truc qui me rendait un petit peu fou pendant les matchs, c'est que c'est la sous-utilisation, à mon sens, du pick and roll, que ça soit avec Gary, mais surtout avec Kamagaté. Genre, combien de fois j'ai en tête l'image d'Ismaël qui vient faire écran sur Sylvain, et derrière, voilà, il coulisse comme il faut. Il y a la fenêtre pour le aller-oop ou la passe en dessous, ou ce que tu veux, il va vers le panier. Et je trouve que c'est pas assez utilisé. Je trouve qu'il n'y a pas eu de fluidité offensive qui s'est construite cette saison, même si voilà, hein, quand même septième attaque du championnat, c'est non négligeable. Mais par rapport à la défense, moi je trouve qu'il y a encore, c'est l'axe d'amélioration principal, cette identité offensive. Bah, sur l'identité offensive aussi, moi, ce que je rajouterais, c'est que Paris a eu du mal déjà à trouver un deuxième meneur dans son effectif. C'est arrivé très tardivement avec Marquez Haynes qui est arrivé à la 20e journée. Quelque chose enfin, Francisco a mené quasiment toute la saison seul l'attaque parisienne. Peut-être que ça aussi fait partie des problèmes qui font que l'attaque parisienne n'a pas été incroyable, on va dire ça comme ça. Et pour moi, vraiment, je trouve que l'effectif a été construit trop tardivement pour permettre que l'attaque soit développée d'une bonne manière, on va dire. Ouais, tu as tout à fait raison parce que dès que Sylvain se mettait sur le banc ou qu'il avait juste un moment de moins bien dans le match, mais il n'y avait plus vraiment de solution derrière pour porter le ballon. Nobel Bungukolo, c'est davantage un scoreur plutôt. Il ne va pas pouvoir créer pour les autres réellement. Et c'était beaucoup en demander à Milan Barbic de créer pour les autres, vu que ce n'était pas forcément son rôle prévu au début de la saison. Donc, Et il l'a c'est pas sûr que super dès mal que fait. Sylvain sort. Comment? Ouais. Il l'a pas super mal fait en plus, franchement. Non, il l'a pas super mal fait, mais bon, c'était déjà sur ces 15 minutes qui étaient inespérées au début de la saison, c'était déjà beaucoup. Donc, effectivement, dès que Sylvain Francisco il était un peu moins bien, le jeu offensif de Paris s'en ressentait. Et, euh, et je pense que, comme tu disais, l'effectif s'est construit tardivement, mais c'est parce qu'aussi les dirigeants voulaient trouver le joueur idoine un peu à mettre à côté de Sylvain parce qu'on ne voulait pas en même temps prendre un nouveau joueur et risquer de faire baisser son temps de jeu ou risquer de faire baisser son influence. Donc, c'était un peu compliqué de trouver ce joueur idéal. Puis aussi une question qui se pose un petit peu critique, parce que voilà, faut soulever. Je trouve qu'il y a un potentiel très fort. J'ai trouvé que quelquefois, il n'y avait tellement pas de solution que trop souvent, Gary s'est retrouvé à jouer des 1 contre 1 au poste où il partait très loin, ce qui n'est pas forcément sa spécialité. Je pense que ouais, ça manque d'automatisme et de système. Ouais, et puis, moi, ce que je rajouterais, c'est vous le disiez tout à l'heure, c'est que Nobel Munkolo a eu pas mal de passages à vide sur sa saison, sur des gros matchs où il pouvait être très mal à l'aise avec son tir, ça rentrait pas du tout. Et à l'inverse, il y a des rencontres où c'était dans ce sens-là, avec un Nobel pas adroit, et Paris qui gagnait. Paris qui collectivement montrait des choses beaucoup plus intéressantes que lorsque ça passait en ISO sur Nobel. Je sais pas ce que vous Ah en non, vous en si, si, pensez? c'est vrai. En plus, alors je sais plus contre qui, j'ai du mal à retenir exactement quel match, mais je crois qu'il y a un des matchs où on fait, je crois que c'est le meilleur match de la saison parisienne. Et je crois Contre que Nobel, Nantes? il finit genre quand? Contre Nantes, où il y a Paris gagne plus 25. Peut-être contre Nantes, je crois qu'il y a Juan qui met 12-13 points, tout le monde a beaucoup de points, et puis Nobel, finalement, il finit à 8 ou entre 8 et 12, il est pas super, il se fait pas super remarqué. C'est sûr qu'on avait senti sur ce match-là, et ouais, c'était ce match-là, je crois que c'était Nantes, où en conf de presse, je me rappelle, on avait dit, on n'a jamais vu chaque joueur être au top de sa forme comme aujourd'hui, parce que tout le monde était dedans. Et c'est pas Nobel qui avait été moins bon, c'est juste Nobel qui avait
qui avait su s'éclipser pour laisser aussi briller les autres. Et collectivement, je crois que c'était le match le plus intéressant quand tout le monde était impliqué. Et ça, c'est en lien avec ce qu'on disait juste avant, où des fois, quand ça repose trop sur Nobel, tu rentres dans une habitude à toujours laisser les mêmes scorer, etc. On va passer au point d'après, si vous le voulez bien. On va passer sur la gestion des matchs. Paris qui a eu une saison un peu en folie de ce point de vue-là, des matchs avec beaucoup de rebondissements. Sam, je me souviens quand on a commenté pas mal de matchs où on s'est dit, il y a moins 20, il reste 15 minutes à jouer dans le match, c'est foutu. Et petit à petit, Paris qui grappillait son retard, qui même parfois gagnait des matchs. Est-ce que pour vous, cette gestion des matchs, comment Paris, pour vous, l'a abordé tout au long de l'année? Qu'est-ce qui a fait que ça a été une équipe un peu très forte sur certaines périodes et puis vraiment très en dessous sur d'autres? C'était notamment les entames de match qui étaient souvent très mauvaises. Souvent, Paris, on a l'impression que Paris était tout simplement encore au vestiaire quand le buzzer retentissait. Et c'est lié au sujet qu'on abordait précédemment, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de deuxième ball handler derrière Francisco, ça participait également à cela. Mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi, je trouve qu'on a souvent souligné cette année l'homogénéité au niveau entre jeunesse et expérience, mais elle n'était pas forcément visible au niveau des postes. On avait beaucoup de jeunes joueurs sur les postes extérieurs, avec Francisco, Barbic, Bégarin. Et à contrario, on a beaucoup d'expérience sur les postes intérieurs avec Gary et Amara notamment. Mais il n'y avait pas forcément ce poste 1 gestionnaire, vétéran, qui peut savoir calmer le rythme d'un match quand ça s'emballe, par exemple. Sylvain a souvent tendance à accélérer le rythme d'un match à peu près tout le temps et ses coéquipiers ne sont pas forcément capables de suivre. Et donc ça a manqué. Et avant de laisser la parole à Sam, Sylvain le soulignait notamment quand il y a eu l'arrivée de Marquis Haynes, ça a un peu changé pour lui parce que ça lui a permis d'avoir un mentor derrière lui qui peut lui donner des conseils au-delà de l'aspect hors terrain, mais qui peut lui donner des conseils vraiment sur les spécificités du poste de meneur, comme comment gérer un pick and roll, comment servir un coéquipier dans de bonnes situations. Et c'est ce qui a notamment impacté Paris. Cette gestion des matchs, elle était pas de la faute de Sylvain Francisco, mais le fait qu'il se retrouve souvent esselé, ça a impacté Paris en général. Ouais, je vais pas revenir, hein. Tu as traduit exactement ma pensée. Peut-être pour ajouter un autre truc, il y a cette gestion des matchs, tu as parlé des rebondissements et souvent Paris était mené et est revenu plus que Paris menait et s'est fait revenir, je trouve. Mais ça traduit deux choses, une bien, une moins bien. C'est une équipe qui ne se laisse jamais vaincue, peu importe où on en est dans le match, donc ça c'est bien. Mais ça traduit aussi forcément un investissement dispersé sur la rencontre, un problème de concentration qui s'est traduit par tout ce que vient d'évoquer Lilian. Et puis, justement, Ah, c'est justement la J'avais deuxième. juste un exemple que j'ai oublié un exemple qui traduit cette concentration, alors qu'on a plus ces troubles de concentration qu'on a plus vu en première partie de saison. Je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin si, je pense que vous en rappelez, il y a eu une série terrible en début de saison, une série de 8 matchs toutes compétitions confondues, quand tu prends Leaders Cup et Coupe de France confondues, sans gagner, dont 5 de suite en championnat. Et quel match met fin à cette disette? C'est une superbe victoire à domicile contre Saint-Quentin, 97-81. On leur met plus 18, quelque chose dans le genre. Donc tu te dis, voilà un match qui va faire plaisir et qui va peut-être, sûrement, qui doit les remettre sur de bons rails. Le match d'après Saint-Quentin, Okay. ils vont en prendre 22 à Denain, Alors, plus 22. Et c'est ça qui se traduit, et c'est ça qui a été corrigé et qui a permis pour moi cette deuxième partie de saison après la trêve, c'est qu'une victoire ne veut rien dire. Et je pense que ça a été un des principaux combats de coach Pratt auprès de cet effectif-là qui se voyait peut-être des fois trop beau. est-ce que c'est pas aussi la jeunesse de ce groupe qui était aussi à la cause de cette irrégularité et plus la saison avançait, c'est réduite cette irrégularité, Paris qui était beaucoup plus concentré sur la longueur dans les matchs, aussi parce que les jeunes avaient beaucoup plus d'expérience, ils avaient déjà pris du galon en jouant déjà en Pro B. Ouais, et puis ça se voyait aussi en début de saison, dès que les jeunes faisaient une erreur, ils étaient directement mis sur le banc
Coach Pratt voulait leur faire prendre conscience qu'ils faisaient des choses qu'ils ne devaient plus refaire. Et au fur et à mesure de la saison, ils ont tous eu du temps de jeu en hausse. À part Bégarin qui a eu un moment quand il est parti aux États-Unis, bon, ça s'est compris, il a eu une baisse de son temps de jeu. Mais sinon, Kamagaté, il n'a fait qu'augmenter. Son temps de jeu n'a fait qu'augmenter au fur et à mesure de la saison. Il était de plus en plus essentiel pour Paris. Et oui, ça c'est en fait un peu la saison en demi-teinte de Paris s'est retranscrit un peu dans nos rookies où on a vu leur évolution comme la saison de Paris a évolué. Et puis la saison de Paris qui s'est globalement, on parle de gestion de match. Si moi, je pense qu'on va partir sur le quatrième thème, sur les gestions justement des matchs à l'extérieur. Il y a une saison qui est coupée en deux et qui, je pense, vraiment. Samuel, tu as peut-être quelque chose à. Ouais, juste, alors vu que tu as dit qu'on passait au quatrième thème, un dernier truc sur la gestion des matchs avant de passer juste peut-être au match à l'extérieur. Dans la gestion des matchs, il y a aussi pour moi la gestion des fins de match. Et je trouve que souvent, le money time, il a été mal géré. J'ai quelques exemples chiffrés. Après, je te donnerai d'autres exemples plus sur le jeu. Il y a Quimper. Je vais t'énumérer pour te montrer que ça s'est trop souvent joué à rien en notre défaveur. À Quimper, 71-68 pour Quimper. À domicile contre Souffle, on se rappelle de 100 francs manqués de Gary qui permet l'égalisation, mais qui traduit aussi avant des choses qui n'avaient pas été faites comme il le fallait. À domicile contre Vichy-Clermont, tu perds que plus 3, mais il y avait la place pour aller chercher un résultat, sans parler des 2 prolongations à la maison, pas celle, je ne sais plus où c'était, où il y a eu une petite arbitrage, mais les 2 prolongations à la maison contre Bois et Nancy qui ont vraiment été très mal négociées. C'est-à-dire que dès que Paris, je trouve, moi, que dès que Paris est en fin de match, alors il y a eu des fins de match bien gérées où il fallait revenir, où Sylvain ou Gauthier ont mis les shoots qu'il fallait. Mais j'ai trouvé que trop souvent, dans les fins de match, justement, on se laissait un petit peu prendre par la pression et on se retrouvait à ne pas respecter les systèmes et ce n'étaient pas les bons joueurs qui prenaient les bons shoots. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais Si, moi, je te rejoins. si à 1 minute 30 de la fin, tu dois mettre un shoot important, ça ne peut pas être Gary qui le prend au bout des 24 secondes un petit peu à l'arrache. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et puis même Paris. Après, pour juste peut-être contrebalancer pour conclure sur le point que Sam a évoqué, c'est comme tu l'as dit aussi, le mal était aussi fait avant souvent. Parce que quand tu es à -15 et que tu fais un run pour revenir à égalité, et ben souvent tu as déployé beaucoup d'efforts pour y arriver et tu manques un peu de lucidité dans le money time et donc forcément tu t'en penches, forcément tu en pâtis. Et les money time mal gérés, les 3 prolongations que Paris a jouées cette année, les trois ont été perdus. Donc ça montre déjà un peu ça. On passe sur les matchs à l'extérieur. Je le disais, c'est cette saison Paris qui, on l'a dit, qu'il y a eu une saison coupée en deux. Il y a eu la première partie vraiment pas bonne où Paris était de toute manière au début de saison. On parlait d'une équipe qui visait la montée, ou du moins qui visait les playoffs, qui était 16e à la fin 2019. Et Paris qui a commencé à se relancer, notamment grâce à ses rencontres à l'extérieur. Je sais pas, comment vous avez vécu ces matchs-là? Je sais qu'on a eu en première partie de saison, moi je me souviens du match contre Nantes, où Paris est du début à la fin mené, complètement malmené. Paris qui n'a pas la tête du tout dans le match. Et je sais pas, à l'inverse, en 2020, il y a eu des grosses performances à l'extérieur. Évreux, pour moi, c'était la plus solide. Ou Antibes, on l'a dit, où Paris prend peu de points. Comment vous analysez un peu ces rencontres à l'extérieur, Paris qui est presque même plus solide à l'extérieur qu'à domicile? Moi, je vais être honnête, je croyais au début de saison qu'il y avait un vrai problème de concentration, que les joueurs voulaient pas aller jouer à l'extérieur, que les joueurs se sentaient bien à la maison et que c'était là qui fournissaient leurs meilleures rencontres, parce que quand tu voyais vraiment le contenu de ce qui se faisait à l'extérieur, tu les sentais ailleurs. Je trouvais limite, ils faisaient ils faisaient office de présence et c'est tout. Et je pensais que ça allait être un problème qui allait porter préjudice sur la fin de saison. Mais finalement, de la même manière qu'ils ont redressé la barre en deuxième partie. En fait, c'est vraiment le fil conducteur de cette émission-là, c'est la trêve et c'est cette adaptation, ce vivre ensemble qui a duré. Ils ont appris à se connaître, ils ont appris à jouer ensemble et étaient revenus de la trêve avec des intentions différentes. Et ça se confirme aussi, selon moi, pour les matchs à l'extérieur parce que moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas un tel changement de visage à l'extérieur. Je trouve qu'après, c'était aussi sur le début de saison, c'était le reflet. En fait, à l'extérieur, on avait le reflet de Paris à domicile, sauf que quand tu es à l'extérieur, tu n'as pas forcément l'appui du public qui peut te permettre que quand tu mets 2-3 paniers de suite,
tu as l'adrénaline, tu commences à t'enflammer, tu commences à prendre confiance en toi. À l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué de prendre confiance en soi et de se remettre dedans. Après, par exemple, si tu as fait une mauvaise première mi-temps, et ben à l'extérieur, c'est difficile de s'en relever et de regrappiller l'écart. Donc, Ouais, mais après, c'est aussi dans la tête, c'est une question de professionnalisme et de concentration. Un joueur professionnel, évidemment, qui va se sentir plus à l'aise à domicile, j'allais dire à l'intérieur, à domicile, mais il doit être capable de garder la tête froide à l'extérieur. Et je trouvais qu'en première partie de saison, c'était vraiment arrivé trop rarement. Ouais, Paris on en parlait un peu, Lilian, juste avant cette émission. Paris qui, à domicile, marque quasiment 85 points par match, ce qui est largement au-dessus de sa moyenne. Et à l'extérieur, au complet changement de visage, 74 points marqués par match. Donc il y a moins 10 points, d'écart entre. Vraiment, pour moi, j'ai trouvé que le vrai visage que Paris voulait montrer en début de saison l'a beaucoup plus montré à l'extérieur qu'à domicile, c'est-à-dire capacité à défendre et à pouvoir vraiment prendre peu de points, peu de paniers et fermer vraiment l'accès au cercle. bah, pour moi, en fait, à l'extérieur, Paris s'enflammait beaucoup moins. En fait, était beaucoup plus. On parlait de concentration, ils étaient beaucoup plus rigoureux dans leur match. Et à domicile, c'est sûr qu'avec l'appui du public, il y avait souvent des actions très spectaculaires, mais des fois, tu oubliais de faire le repli défensif ou ce genre de choses, où on oubliait son attaquant dans le corner. Donc, on trouvait une équipe de Paris beaucoup plus. On parlait, voilà, c'est un peu le fameux le terme concentration de cette émission, mais c'est vraiment ça. Je trouvais une équipe de Paris beaucoup plus concentrée à l'extérieur. Peut-être plus concentré, mais moi, j'ai jamais retrouvé l'intensité mise à domicile à l'extérieur. Jamais? J'ai jamais senti, enfin, au début de saison, je parle de vraiment cette première partie de saison, cette volonté d'étouffer l'adversaire, je ne l'ai jamais retrouvée. Ah bah, à domicile, c'était le mot d'ordre de toute manière, du moins sur les périodes de temps forts. Mais Pour si le tu as une coup, identité d'équipe, tu dois l'avoir sur toute la saison, quoi. Oui, mais est-ce que Paris a étouffé beaucoup d'adversaires cette saison? C'est aussi ça. On a rarement dominé un match de la première à la 40e Non, mais minute. dans tous les cas, à part, pour moi, le meilleur match de la saison du Paris Basket, c'est le match contre Nantes. Et à part ce match-là, Paris n'a jamais fait un excellent match du premier quart-temps au quatrième quart-temps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, Paris n'a jamais, à part contre Nantes, étouffé ou tué un adversaire. Mais Paris s'est déjà montré comment dire, avec de la volonté, même s'ils n'arrivaient pas à le faire. Il y avait cette volonté d'étouffer. Et à l'extérieur, la volonté, je ne l'ai même pas retrouvée sur beaucoup de matchs. tu parles de Nantes, mais c'est aussi une équipe à ce moment-là qui était en grande, grande difficulté, qui perdait match sur match et qui jouait en plus la finale de la Leaders Cup quelques jours après. C'était Et qui ont gagné la finale de la Leaders Cup après, alors que je crois que contre Paris, ils ne font pas un si grand turnover que ça. C'est une équipe qui avait mis à Paris 24 points il y a pas si longtemps. Et c'est une équipe qui, malgré ça, a perdu l'avantage parce que Paris a gagné plus de 25. Donc, c'est quand même une performance notable. Franchement, sur le moment, moi, j'étais un petit peu bouche bée devant la prestation des Parisiens. Alors, pour un peu clôturer cette émission, voilà, la saison se termine au bout de 23 matchs. Il manque un bon tiers de la saison. Il restait un tiers de la saison à jouer. Comment vous, enfin, comment vous pensiez que la saison allait se poursuivre pour les Parisiens? Est-ce que les playoffs étaient atteignables? On rappelle, la 7e place, elle était à 12 victoires, 11 défaites. Paris a été à 11 victoires, 12 défaites à ce moment-là. Comment vous voyez un peu la fin de saison des Parisiens à ce moment-là? C'est Paris difficile était. d'extrapoler sur la fin de la Vas-y. saison, mais après, cet arrêt brutal, ça laisse un peu un goût d'inachevé parce qu'on sentait vraiment Paris sur une dynamique positive. Malgré la défaite contre Blois, on ne va pas revenir sur l'épilogue, mais il y a eu une victoire contre un Quimper, un match très serré contre Blois. Donc, ça laissait vraiment de bons espoirs. En plus, un calendrier assez favorable. On allait se déplacer à Saint-Quentin. On allait encore recevoir des équipes qui ne sont pas en playoff. Donc, c'était vraiment, Paris pouvait vraiment croire aux playoffs. Donc, ça laisse un goût d'inachevé, mais en même temps, cette fin de saison, si fin de saison il doit y avoir, ça doit permettre à Paris de construire quelque chose pour l'année prochaine et de confirmer ces 2 premières années du club qui, entre guillemets, sont des années d'apprentissage et la 3e année doit être celle de la confirmation, entre guillemets.
Ouais, je suis d'accord avec la conclusion de Lyon. Là, ils ont fait toutes les erreurs qu'il y avait à faire et il faudra revenir avec tout ça en tête pour la saison prochaine. Maintenant, pour répondre à ta question, Flav, on va reprendre le contexte. Depuis la trêve, 7 matchs, 7 victoires, 4 défaites. Tu joues à la suite sur 3 jours d'affilée, je crois, à domicile, Blois et Quimper. Donc Blois que tu perds en prolongation alors que tu dois sûrement gagner sur sur le dernier shoot. Et tu bats Quimper ensuite, tu relèves la tête. La dynamique, la concentration, la mentalité des joueurs. Il y a même Nobel qui le disait sur un live Instagram il n'y a pas si longtemps que ça, quand ça lui posait une question. Il disait, mais attends, on fonçait droit vers les playoffs. Moi, je t'ai dit qu'on allait aller en playoffs. Et tu le sentais. C'est quelque chose que tu sentais chez la mentalité des joueurs. En plus, Lilian a dit il y avait un calendrier qui était plus que favorable. Déjà, 1 et 2, tu ne les joues plus. Franchement, il y a ce goût amer. Mais voilà, il faut retenir ce qu'a dit Lilian. C'est-à-dire que ça sert de leçon toute cette saison plutôt que de rester sur ce goût amer et de commencer la saison prochaine, si jamais ça s'arrête, en se disant « Putain, on était à ça de faire les playoffs. Là, on perd nos 2 premiers matchs. On va faire une saison peut-être cata, etc. » Faudra revenir avec la bonne mentale. De toute manière, D'autant plus que c'était l'année 1 d'Amarassi et de Nobel. Donc imaginez un Nobel Bunko qui a eu une saison qui était l'un des meilleurs joueurs du championnat Pro B, mais qui a eu quand même une saison compliquée. Si on lui laisse une intersaison pour se remettre en forme, se préparer, j'ose pas imaginer plutôt les dégâts qu'il peut faire encore. Et la plupart des joueurs de Paris sont sous contrat, donc déjà c'est une bonne nouvelle et ça va permettre de construire sur cet effectif. Et puis, outre l'effectif, c'est tout le projet Paris Basketball qui a grandi et il y a aussi tout ce qui est extérieur qui aide à faire grandir le projet. Et je pense que ça va aussi aider les joueurs à faire de plus grandes choses parce que c'est tout un environnement, c'est tout un écosystème, que ça soit par les supporters, on voyait de plus en plus de monde, on entendait de plus en plus parler du club. Et ça aussi, je pense que ça donne envie aux joueurs de faire quelque chose. Et puis, il y a cet objectif aussi en tête qui est la salle en 2022. Ouais, puis, mais de toute manière, comme il n'y aura pas de basket avant le mois de septembre, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera de toute manière, quoi qu'il arrive, même si la saison doit se poursuivre du coup en septembre, c'est une autre vraiment saison qui démarre à ce moment-là, pour le coup. Même si c'est la saison Non, mais en fait, si la saison doit reprendre, ça sera en septembre, Ouais. au minimum. Donc techniquement, en fait, il y aura une nouvelle dynamique, il y aura peut-être même de nouveaux joueurs qui seront arrivés d'ici là. Et on verra peut-être même pas forcément la même équipe qu'on a vue cette année jusqu'au mois de mars. Non, forcément. Les joueurs, quand ils vont revenir en septembre, ils vont pas se dire on est toujours en mars, arrêtez. Ça va être, je pense, même plus bénéfique pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette chance de prendre du recul sur tout ce qui s'était passé et d'avoir ce ballottage favorable avec le calendrier, le classement et cette place en play-off qui est largement atteignable. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter avant de clôturer? Non, on a tout dit, et puis il y aura sûrement une deuxième émission qui suivra. Donc, Eh ben, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant de commencer par ce bilan collectif et avant de passer plus précisément avec le cas par cas sur les joueurs de l'effectif, il y aura pas mal de choses à dire aussi. Exactement, il y aura pas mal de choses. On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour ce bilan collectif. En tout cas, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Paris Basketball On Air sur Facebook et Paris B-8 On Air sur Twitter. Nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Messieurs, on espère que le basket reprendra ses droits très rapidement. Je vous l'ai dit, septembre, on croise les doigts pour avant. Et on se dit à bientôt. Ciao. Salut. bye. Sylvain Francisco à 3 points. Oh, c'est incroyable ce que nous fait Diao. Barbic, Kamagat, Bégarin, le petit jeu à 3 des espoirs parisiens. Décidément, la jeunesse prend le pouvoir à Paris. Oh, le gros contre de Gary Florimond. Valentin Chéry qui nous fait la totale sur cette action. It's cherry time.